Je suis dans le Beaufortin, en Savoie, tout près d'Albertville. J'ai rendez-vous quelque part dans la montagne avec Alice et Sébastien. C'est un grand jour. Les vaches d'Yvon, le papa d'Alice, partent en alpage. Aujourd'hui, c'est la mise en jambe. Le grand départ a lieu demain. Au fait, est-ce que la qualité du pâturage détermine la qualité du fromage? Bonne question, nous essaierons d'y répondre au cours de cette balade. Je suis Sébastien, petit-fils de montagnard, j'habite à Arèche. Je suis Alice, toutes ces tarines sont à mon père et à mon oncle. J'habite à Villars, mais je vais à l'école à Beaufort. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Vous les avez stockés là? Pourquoi elles ne montent pas directement là-haut? Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est le jour où on rassemble les troupeaux en vue d'aller vers les alpages. Donc on va rester 2 jours ici, le temps que les choses se calment, qu'elles se reposent un peu. Et puis après, on va faire la dernière étape. C'est une mise en jambe? Ouais, une petite mise en jambe, une prise Ouais. de connaissance. Aïe aïe aïe, mais elle se bourre là, non? Ouais, c'est normal, c'est de l'amitié ça. Parce qu'elles font connaissance. Elles se rappellent plus très bien, elles se sont quittées à l'automne. Et là, elles se retrouvent aujourd'hui. Elle se représente quoi. Voilà, c'est une forme de présentation et puis Ce sont toutes des tarines. toutes des tarines. Ouais. Pourquoi on ne Des dit pas racistes. des tarentaises? Parce que la race, c'est la race qui est originaire de Tarentaise, mais on appelle ça des tarines. Il y a tous les caractères dans un troupeau. Il y a des dominantes, il y a des dominés. Il y a surtout chaque vache à sa place. Ça Oui. veut dire qu'elles vont se battre un peu aujourd'hui. Et puis demain, à partir de demain, après-demain, et ben quand une vache arrivera qu'elle sera plus forte que l'autre, l'autre partira un peu plus loin. Et ça se passe comme ça en douceur. C'est important d'emmener les vaches en alpage? Elles ne peuvent pas rester tranquilles en bas dans les prairies là? Non, d'abord, il fait trop chaud en bas dans les prairies. Et puis c'est en haut que se trouvent les meilleurs pâturages. Et on suit en fait la végétation. Là, on est déjà presque un petit peu en retard. Il y a un moment où on va décider de monter. Parce qu'on va faire l'étape qu'on va faire après-demain. Elle va faire à peu près 800 mètres de dénivelé. Et c'est un choix, c'est un pari qu'on fait de monter pour aller vers la meilleure herbe. En sachant qu'il faut la prendre très tôt. Et en même temps, pas monter trop tôt pour être à court d'herbe après. Et tout D'accord. l'été, on va suivre la végétation. D'accord. Elles sont comme nous, elles sont toujours contentes de monter. C'est Vous toujours aussi plus simple en haut. C'est plus simple en haut. Ah ouais, c'est vrai? Eh, c'est un gros lui là. Hein? Oui, c'est un gros. Pour le moment, il est joueur, mais il faut se méfier. Il vient nous dire bonjour là? Ouais, il vient dire bonjour, il vient voir qui c'est surtout. J'ai rencontré dans les Vosges il n'y a pas très longtemps un éleveur comme vous, aussi complètement passionné, amoureux de ses vaches. Il s'agit de Jean-Michel Curien. Et je peux vous certifier que, y compris pour lui, l'herbe n'est jamais assez bonne pour ses vaches. Jean-Michel, je connais les tarines. Je connaissais pas les Vosgiennes, mais elles sont mimi aussi. Hein? Ouais, Elles sont jolies comme tout. mais c'est une autre race de montagne qui est spécifique au massif vosgien. Une bête qui est très bien adaptée à son biotope, on peut dire, à ses conditions de milieu, un sol granitique, pas facile à se déplacer, à se mouvoir, pas toujours évident à aller chercher leur nourriture, quoi. Il y en a beaucoup qui sont en train de ruminer, elles ont mangé toute la matinée, elles mastiquent, elles remâchent tout ce qu'elles ont absorbé dans la matinée puis dans la nuit. Là. Elles sont en train de faire la pause avant de recommencer cet après-midi. Cette vache-là, ben, elle nous restitue parfaitement tout ce qu'elle est en train d'emmagasiner, quoi. De par son lait, dans son lait, il y a tout ce qu'elles arrivent à transformer à partir de la plante. Nous, nos grands-parents nous disaient souvent qu'ils préféraient voir les vaches aller brouter sur tel secteur plutôt que sur un autre parce qu'ils trouvaient que le fromage faisait mieux. À l'époque, ils parlaient faisait mieux, un fromage qui fait bien. Ça voulait dire qu'il était facile à travailler, mais en plus, il était bon à manger. Bon, il y a telle plante qui va se développer, et pas celle-là. Celle-là va peut-être se développer un petit peu plus bas, donc, ou un petit peu plus haut. Et tout ça, les animaux, les plantes vont fonctionner un petit peu en symbiose, vont tous synthétiser. Ça va donner justement ces goûts si particuliers au fromage de Münster. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un terroir, moi je vous invite dans ma cave, une cave naturelle, et puis on va goûter aux fruits du terroir. Eh ben d'accord, allez. Ce fromage, c'est l'osmose entre le travail de la plante, de l'animal et de l'homme. C'est vraiment le cœur du terroir, ça. C'est quoi pour vous la montagne? Pour moi,
habite tout le temps et il y a plein de beaux paysages. Pour moi, la montagne, c'est la liberté, c'est le bonheur, c'est tout ça, quoi. Eh ouais, c'est tout ça la montagne. La montagne, c'est pas seulement ni un paysage. La montagne, c'est pour moi un coin qui entre dans la couche inférieure de l'atmosphère. Et quand on la regarde comme ça, on voit plein de facettes. Vous n'y faites plus attention, vous vivez dedans sans arrêt. Mais moi, je vois des facettes. Et chacune de ces facettes capte l'énergie solaire différemment, capte le vent, capte la pluie, la neige. Finalement, une montagne, c'est un peu comme une île. Bah, l'île, elle sort de l'eau et la montagne sort de la plaine. Et alors, la vie dans tout ça, hein, comme dans tous les milieux qui se développent vers le haut ou en profondeur, occupe les faces. Mais toutes ces espèces qui sont autour de nous, hein, que ce soit des espèces végétales ou animales, eh bien chacune occupe un endroit bien précis qui est déterminé par l'intensité lumineuse ou par la température ou par la qualité du sol ou tout simplement par l'humidité. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Chacun a sa place. Bah oui, la vie se spécialise en montagne, du bas vers le haut, comme de la plaine au pôle Nord. Effectivement, la température joue un rôle déterminant dans la répartition des plantes. Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'on grimpe de 100 mètres en montagne, on perd 0,55 degrés. Ce qui est beaucoup moins que lorsqu'on s'élève à la verticale au-dessus de la plaine. Là, on perd 1 degré par 100 mètres. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd moins de température en montagne? C'est parce qu'il y a du rayonnement solaire et que le sol capte ce rayonnement. Mais il n'empêche que la température est déterminante pour la flore et elle favorise des regroupements de végétation qu'on appelle des étages de végétation. On peut aller vers le col là-haut? Oui, il faut suivre le chemin. Celui-là? Oui. On a sous les yeux là quelques étages de végétation. Mais en fait, il manque l'étage collinéen, c'est l'étage des collines, hein, qui s'étire jusqu'à environ 900 mètres d'altitude. C'est là qu'il y a de l'agriculture, c'est là qu'il y a de gros villages, même des villes, c'est là qu'il y a des forêts de feuillus, hein, du chêne, de l'érable, du tilleul, etc. Et puis au-dessus, il y a l'étage montagnard. Alors, l'étage montagnard, il part de 900 mètres et il va jusqu'à 1600 mètres. Et là, dans l'étage montagnard, on va trouver des feuillus et des résineux dans la forêt. Encore au-dessus, et c'est là que nous sommes en ce moment, il y a ce qu'on appelle l'étage subalpin. Et là, l'étage subalpin est surtout recouvert par de la forêt, une forêt de résineux. Au-dessus de 2200 mètres, jusqu'à 3000 mètres, ce sont des pelouses, qu'on appelle des pelouses alpines, hein, qui ondulent comme ça dans le paysage. Et encore au-dessus de 3000 mètres, c'est ce qu'on appelle l'étage nival. Là-haut, c'est la neige éternelle, ce sont les glaciers, c'est quasiment le pôle Nord. Ah, c'est bien beau tout ça. Mais on est venu là pour parler des prairies. Tu nous parles des étages de végétation, de la température, des forêts, mais pas des prairies. Explique-moi. Les prairies ne sont pas naturelles. Ce sont les hommes qui les ont fabriquées. Alors aujourd'hui, dans le paysage, dans la forêt, dans l'étage subalpin, là, il y a des trous. Et dans ces trous, il y a de la prairie. Mais ce sont les hommes qui ont coupé les arbres et qui ont installé au fil du temps les prairies. Il y avait bien quelque chose avant. Ils n'ont pas commencé comme ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les hommes ne sont pas partis de rien, ils sont partis, on peut l'imaginer, des clairières, des endroits qui avaient été peut-être brûlés à une époque et puis envahis par de la végétation, par de l'herbe. Mais au fur et à mesure, les populations ont augmenté, les besoins en viande et en lait ont été plus importants et les hommes ont bien compris que pour élever des animaux, il fallait étendre les prairies. C'est ce qu'ils font depuis 2000 ans. Vous voyez, quelqu'un qui s'intéresse à la nature de près, un naturaliste par exemple, quelqu'un qui fait de l'écologie, hein, est capable de dire si une prairie est en bonne santé ou pas. Par exemple, celle-là, on se rend compte que c'est une prairie grasse. Ça veut dire qu'elle a été abondamment enrichie par du fumier, par exemple. Hein. Et pourquoi? C'est parce qu'on trouve, vous voyez, ces plantes-là. Vous les connaissez, celles-là? C'est de l'oseille. C'est de l'oseille. On en voit plein partout, regardez. Vous voyez ces grandes plantes? Quelquefois, même, on trouve des oseilles géantes, on appelle ça des rumex. Hein. Et ça, c'est caractéristique des prairies trop grasses. Alors, qu'est-ce que les vaches mangent là-dedans? Elles mangent des graminées, il y en a. Elles mangent aussi des pissenlits, il y en a même beaucoup. Elles mangent des carottes sauvages, un petit peu, comme ça, là. Voilà. C'est quoi, ça? C'est le trèfle, ça. Alors là, avec le trèfle, waouh! Elles se régalent avec le trèfle. Cette prairie commence à être envahie par ces fameuses oseilles, donc il faut arrêter de
de l'enrichir. Hein. Halte au fumier dans cette prairie. On va aller plus loin, on en trouvera d'autres des prairies. Ça, c'est du sainfoin. Autrefois, on le semait, le sainfoin. Aujourd'hui, il est devenu rare. On le trouve sur des talus comme ça. Et quand les vaches trouvent du sainfoin, elles se roulent par terre de plaisir tellement c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Regardez, du lotier corniculé. Ça aussi, elles aiment ça. Vous voyez, c'est cette fleur jaune. Et puis là-bas, on va aller voir, attention, hein, parce que là, il y a du courant électrique qui passe dans le fil. Regardez ça. Alors ça aussi, c'est intéressant pour les vaches. Ça, c'est de la reine des prés. Et quand les vaches ont de vieilles douleurs qui remontent comme ça dans les articulations, qu'est-ce qu'elles font? Elles filent manger de la reine des prés parce qu'elles savent où elle se trouve, près des ruisseaux, dans les endroits humides, comme ça, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a de l'aspirine. Enfin, ce n'est pas vraiment de l'aspirine, c'est la molécule qui a servi à fabriquer de l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. D'accord? Elles n'ont pas besoin de prendre des cachets, les vaches, elles mangent de la reine des prés. Mais il faut dire que les montagnards, ce sont des artistes. Pour fabriquer une prairie comme ça, hein, il faut savoir faire. Il y a de la connaissance. Il faut d'abord, on le sait, enlever un peu de forêt, parce que ça, ce sont toutes des plantes de lumière. Elles ne sont pas capables de vivre dans l'ombre. Il faut ensuite savoir drainer le sol lorsqu'il est trop humide. Il faut l'irriguer quand il manque d'eau. Il faut apporter les bons engrais, hein, des engrais naturels. Et puis il faut savoir aussi couper le foin au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Ça, c'est de l'art. Hein, c'est de la connaissance, c'est du feeling avec la nature. Alors là, les prairies sont riches, elles sont belles, mais ce n'est pas partout comme ça. Moi, je connais quelqu'un en Nouvelle-Calédonie, c'est un petit bout de terre française au milieu de l'océan Pacifique. C'est Jean-Michel Nagle, c'est un éleveur. Oh, c'est quasiment un cow-boy, on appelle ça un stockman. Hein. Là-bas, c'est quasiment le western, puisque les vaches se répandent sur des territoires immenses, elles sont en liberté, alors il faut les rassembler avec des chevaux. Et en discutant avec Jean-Michel Nagle, mais je me suis bien rendu compte que pour lui, justement, l'herbe, la pâture, c'était un véritable problème. Laisse aller maintenant. Va, petit, va. Allez. Et donc là, on va les rassembler pour les amener au stockyard pour pouvoir les traiter contre les tiques. Carl, serre un peu. Allez. Voilà, c'est bon, c'est bon. La propriété d'élevage de Forêt Français, c'est ça. Le mât blanc là-bas, ça. Voilà. Jusqu'à la crête au fond là-bas? Jusqu'à la crête au fond là-bas. Suivant les périodes de l'année, je change de paddock pour pouvoir bénéficier de l'herbe de qualité. Et à ce moment-là, ça profite un maximum aux bêtes, quoi. Et tu les nourris uniquement avec de l'herbe? Ouais, oui, j'ai fait un choix à une époque, j'avais opté pour, je vais dire, une dérive sur le foin, mais en fin de compte, c'est assez coûteux et j'ai des possibilités sur mon exploitation aujourd'hui. Je ne fais que de l'élevage, je vais dire extensif mais contrôlé, et je n'ai pas d'apport en complément pour mes bêtes. Donc sécheresse, pas sécheresse, le bétail est dans la nature. En Nouvelle-Calédonie, chez les stockman, les vaches sont toujours dehors toute l'année. Donc on ne fait pas les foins, ça ne sert à rien. Alors qu'ici, hein, il faut faire des foins, il faut du stock pour l'hiver. Mais je me suis toujours demandé quand on faisait le foin. Mon père, quand il fait les foins, il est toujours en train de regarder la météo ou le ciel. Parce qu'il ne faut pas qu'il pleuve sur l'herbe coupée. Ça devient quasiment une obsession. Moi, ce que je sais, en tous les cas, c'est qu'ils préfèrent couper les graminées quand ils sont en fleurs plutôt qu'en graines. Parce que nos vaches, elles sont très très délicates. Eh ben voyons. Ouais, ça c'est de la fleur, ouais. C'est le petit truc blanc, une espèce de tout petit truc blanc. C'est extrêmement sensible au vent, ça c'est fou. Hein. Dans cette prairie de graminées, là, regardez, il y a l'ennemi des graminées. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'ennemi des graminées, eh bien, ce n'est pas la vache, c'est cette plante-là. On l'appelle rhinanthe crête de coq. Attendez, je vais l'arracher délicatement, voilà, pour bien avoir les racines. Alors c'est une plante pas tout à fait comme les autres, dans le sens où on dit qu'elle est hémiparasite, elle est à moitié parasite. Avec ses feuilles, elle fait sa photosynthèse, comme toutes les autres plantes, mais ses racines sont incapables d'aller chercher les sels minéraux dans le sol. Alors vous ne savez pas ce qu'elle fait pour récupérer les sels minéraux? Elle envoie ses racines, qui possèdent des petits suçoirs, sur les racines de graminées. Et elle va prendre la sève montante des graminées. Donc, si on trouve une prairie à graminées dans laquelle il y a beaucoup de rhinanthe crête de coq, ce n'est pas bon signe pour la prairie.
En voilà une prairie, mais il n'y a pas de fleurs. Il y a des fleurs, mais ce sont des fleurs de graminées, elles sont toutes rikiki, on ne les voit pas. En plus, tu vois, toutes ces graminées là sont quasiment en graines. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de fleurs dans cette prairie, hein, de fleurs très éclatantes. Ben, c'est parce que les hommes sont intervenus. Je suis absolument certain que ce sont les hommes qui ont fabriqué cette prairie de graminées de A à Z. Alors c'est ça une prairie parfaite. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, j'ai rencontré un scientifique, M. Plantureux, c'est un spécialiste des prairies. Je l'ai rencontré pas très loin de l'exploitation de Jean-Michel Curien, l'éleveur dont on parlait tout à l'heure. Et je lui ai posé la question quasiment dans ces termes. Sylvain, est-ce qu'il existe une prairie parfaite ? Ah, la perfection n'est pas de ce monde, mais il y a des prairies qui sont adaptées à différents besoins. Si on a besoin d'une prairie qui produise beaucoup, on va plutôt rechercher une prairie avec beaucoup de graminées qui en général ont une biodiversité relativement faible. Si on cherche la qualité avant tout, et notamment la qualité du produit, comme le Munster de chez Jean-Michel Curien, on va plutôt rechercher des prairies avec un nombre d'espèces important, une forte biodiversité. Des espèces comme par exemple ce fenouil qui est très odoriférant et dont on dit qu'il donne, entre autres avec d'autres espèces, un goût très particulier au fromage de Munster. Et pour vous, en tant que scientifique, quand on emploie le mot biodiversité, ça signifie quoi ? La biodiversité, elle est utile parce qu'on va chercher dans cette biodiversité des ressources génétiques qui nous permettent de créer des variétés dont on a besoin pour notre alimentation. Et puis, on vient de le dire, cette biodiversité, elle est aussi très utile pour la qualité des produits, la typicité des produits. Est-ce qu'on peut fabriquer une prairie de toutes pièces ? On peut fabriquer une prairie de toutes pièces, mais ce type de prairie qu'on a là sous nos yeux, c'est quand même avant tout la nature qui l'a faite, bien entendu entretenue par l'homme, parce que si l'homme n'intervient pas directement en fauchant ou par l'intermédiaire de la pâture des animaux, cette prairie va redevenir la forêt, comme on a des forêts sur le versant qui est en face de nous. Donc l'homme est absolument indispensable pour maintenir cette prairie, mais c'est avant tout les espèces spontanées qui existent dans la nature qui composent cette prairie. De la même manière que les hommes ont combattu la forêt pour installer les prairies, dès que les hommes ont le dos tourné, que fait la forêt ? Elle se referme. Et on a un bel exemple ici. Vous voyez, ces jolies taches, on dirait quasiment du gazon vu de là. Hein. Et bien ça, c'est du pâturage entretenu, pâturé, peut-être même fauché. Alors que là-bas, vous voyez, on a une énorme trace dans la forêt de résineux, beaucoup plus sombre. Là, c'est plus de l'herbe, ce sont des arbres à feuilles qui sont installés, ce sont des aulnes, ce sont des saules, ce sont des arbres pionniers. La forêt est en train de reprendre à cet endroit-là. Alors pour s'en débarrasser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre la pioche, il faut les arracher quand ils sont tout petits. Sinon, c'est fichu. Ça y est, on est sorti de la forêt, on l'a laissé dans le dos. On est sorti de l'étage subalpin, on est maintenant dans l'étage alpin et on aperçoit tout là-haut, évidemment, l'étage nival. Toute cette pelouse est humide. Or, ça se voit simplement en identifiant les plantes. Cette orchidée à larges feuilles vit dans l'humidité. La linaigrette vit dans l'humidité. La lèche qui se trouve là aussi, là-bas, eh bien, vit dans l'humidité. Et puis il y a une autre plante qui sert vraiment d'indicateur, c'est celle-ci, vous voyez ? Elle est là, on la trouve là aussi en fleurs, c'est la grassette. Et ça veut dire que le sol est très pauvre. Parce que la plante n'arrive pas à trouver dans le sol ce dont elle a besoin pour vivre. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle étend ses feuilles, et sur ces feuilles, il y a des glandes qui délivrent une bonne odeur, qui attirent les insectes, et d'autres glandes qui délivrent des substances digestives. Donc les insectes viennent se poser sur la feuille, ils sont collés sur la feuille, et la feuille s'enroule autour d'eux, elle les digère. Donc les plantes, faute de nourriture dans le sol, vont chercher dans l'air, grâce aux insectes, l'azote dont elle a besoin. Ouais, ça, c'est un indicateur. Puis il y a autre chose d'amusant, là, regardez. Vous voyez ça ? Eh bien, c'est de la mousse pétrifiée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'eau de pluie s'est infiltrée dans le sol, elle a traversé l'humus et elle s'est chargée de ce qu'on appelle l'acide carbonique. Et à ce moment-là, elle est devenue vorace en calcaire. Et en chemin, dans le sol, elle a dissous le calcaire. Et quand elle retrouve comme ça la lumière, l'air libre, ça produit une réaction au niveau de sa chimie et elle se met à redéposer le calcaire sur la mousse. C'est ce qui fait que la mousse ici est pétrifiée. Voilà, vous voyez, simplement en observant la prairie, on est capable de dire ce qui s'y passe. Les arbres sont en train de commencer à faire leurs feuilles seulement. Vous voyez, les aulnes là sont bourgeonnants seulement. Et regardez
un nid d'anémones des Alpes. Vous avez vu ça? C'est magnifique, hein? Il y en a même là-bas encore. Vous avez vu cette plante? Elle est toxique. Elle contient un alcaloïde, l'anémonine. Et ça, c'est très dangereux. Les vaches ne peuvent pas la manger. Curieusement, quand l'anémone est sèche, elle perd de sa toxicité. Et à la limite, les vaches peuvent la manger dans le foin. Vous vous rendez compte? Et vous pouvez aller voir dedans, hein? Il y a du nectar. Et pourtant, les abeilles ne viennent pas la butiner parce que les abeilles savent qu'elle est toxique. Il y a 15 jours, 3 semaines, ici on est à 2200 mètres environ. Là, il y avait de la neige, hein, c'est évident. Et par rapport à la vallée, à ici, il y a à peu près dans le développement de la végétation entre 1 mois et demi, 2 mois d'écart. Ce qui veut dire que les vaches viendront là manger, profiter de la pelouse, hein, dans 1 mois et demi à peu près, quoi. Michel, tu sais comment ça s'appelle ces plantes jaunes là-bas? Alors ça, ce sont des populages. Populage, ça vient de populus. On les appelait comme ça parce qu'on trouvait qu'elles se reproduisaient aussi vite que le peuple. Mais ça, les vaches n'en mangeront pas. C'est toxique, c'est pas bon du tout. Par contre, là, j'ai vu passer un petit lézard, regardez. Hop, hop. Vous ne l'aviez pas vu celui-là, hein? C'est un petit lézard vivipare, regardez. C'est le seul reptile avec la vipère aspic qu'on trouve à cette altitude. Mais c'est pas gluant. Oui, mais ça Qu'est-ce que je fais? Là, tu le poses par terre, hop, ça y est, il est parti. Allez. Tu vois, c'est dans des pelouses comme ça que mon père il amène ses vaches l'été. Est-ce qu'elles ont le moral, vos vaches? Est-ce qu'elles sont épanouies? Là, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose, parce qu'en fait, c'est un repas qui est déjà mangé. Mais quand elles sont arrivées dans ce pré-là, c'était plein de fleurs, plein d'odeurs, plein de couleurs différentes. Alors là, je ne sais pas qui ne pourrait pas avoir le moral dans des conditions pareilles. Chez nous, elles ont tout un nom différent. Alors, il y a Inquiète, il y a Arnoise, il y a Megève, il y a Marguerite, il y a Rouge, il y a Sucette. Et en fait, on les connaît toutes par cœur. On les voit pendant 110 jours et elles ont tout un caractère différent. En fait, c'est 133, il y a 133 vaches là sur ce troupeau, 133 individualités différentes. Est-ce qu'il y a des gourmandes parmi les vaches? Oh oui, vous avez entendu, il y en a qui gueulent là, c'est parce qu'il est 5h30 et que d'habitude ça fait 5 minutes qu'elles sont dans le nouveau repas. Là, on a dépassé l'heure, alors c'est l'heure. Est-ce que les vaches qui sont épanouies, hein, qui ne subissent pas de stress, Ouais. font du meilleur lait? Ah, je pense. Je ne suis pas certaine que ça soit vraiment prouvé, mais en tout cas, elles resplendissent de santé. Et puis, en tout cas, elles font le lait qui est idéal pour le Beaufort. Est-ce qu'on peut voir quelque part la fabrication du Beaufort? Oui, bien sûr, il faut suivre le camion. Oui. Et puis, il se rend directement sur la fabrication de Plan-Pichu. Donc, on rassemble le lait des 3 troupeaux du groupement pastoral et puis on fabrique le Beaufort en montagne. Ce que je retiens de notre belle aventure dans le Beaufortin, c'est que là, il y a tous les paysages que nous avons traversés. Il y a aussi les couleurs, il y a les parfums. Et dans cette cuve, il y a les goûts des plantes que nous avons rencontrées en chemin, en traversant les étages de végétation. Et je suis même à peu près certain qu'il y a aussi la bonne humeur des vaches du Beaufortin, leur joie de vivre. Tout est là dans cette cuve.